Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du bien vivre et du bien vieillir. Aujourd'hui, je reçois Koldo Robles, directeur général de l'ADAPA, pour évoquer la vie en établissement, notamment en EHPAD. Bonjour Koldo Robles. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui et d'échanger autour de votre métier et de votre structure, ou de vos structures plutôt, on en parlera. De par mon activité de coaching, comme vous le savez, je souhaite mettre en lumière des personnes passionnées et passionnantes qui gravitent de près ou de loin autour des seniors ou des personnes âgées. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter et nous expliquer ce qu'est l'ADAPA ? Donc je suis Koldo Robles Aranguiz, je suis directeur général de l'ADAPA, qui est une association loi 1901 sans but commercial, qui existe depuis 1979 et qui accompagne sur, on va dire, l'agglomération de Bayonne et le sud des Landes, qui accompagne des personnes âgées en perte d'autonomie, avec tout un parcours, on va dire, d'accompagnement qui est proposé, qui va de la résidence autonomie, où là on a les seniors les plus autonomes que l'on peut accompagner, mais également les personnes qui ont beaucoup de dépendance en EHPAD ou qui auraient besoin d'un accompagnement spécifique Alzheimer par exemple. Donc on a un accueil de jour Alzheimer, et donc du coup on a sur l'agglomération 5 EHPAD, et nous avons 4 résidences autonomie, ce qui fait qu'on accompagne, on va dire, à peu près 450-500 personnes âgées sur l'agglomération, avec environ 300 salariés. Justement, en parlant de vos salariés ou de vos équipes, dans une structure type, est-ce que vous pourriez me décrire une équipe qui compose justement un établissement, comment votre équipe est-elle structurée ? Alors, chaque structure dispose d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint qui, à ses côtés, a ce qu'on appelle des coordonnateurs. Alors, les coordonnateurs, il y a par exemple le médecin coordonnateur qui regarde tous les dossiers des résidents avant qu'ils intègrent nos structures, ou qui échange avec les médecins traitants pour connaître si les traitements sont adaptés ou à évoluer. Il y a une IDEC, ce qu'on appelle une IDEC, c'est une infirmière coordonnatrice qui manage à la fois l'équipe des infirmières et des aides-soignants. Il y a une gouvernante qui s'occupe de gérer tout ce qui est hôtellerie. Il y a également un chef cuisinier. Et puis ensuite, c'est des secrétaires et des métiers comme le psychologue, kiné, etc. Donc en fait, si vous voulez, la structuration, c'est assez pyramidal. Une directrice qui a une équipe de coordonnateurs qui eux-mêmes managent toutes les équipes qu'ils ont sous leur responsabilité. Et donc ensuite, on essaie d'accompagner le résident tout en essayant de garder une certaine transversalité, puisque ce qui est pour nous très important dans nos EHPAD, c'est de ne pas oublier que nous sommes médico-social. La tendance qu'il y a eu ces dernières années, c'est de médicaliser nos structures. Mais nous tenons à tout prix à marcher sur nos deux jambes. Nous avons à la fois le côté médical et à la fois le côté social qui est très important pour nous. Donc ça veut dire que du côté médical, on a bien des infirmières, des aides-soignants. Mais du côté social, on a également des agents hôteliers, on a des animateurs, des psychologues, et on tient, c'est le lieu de vie des résidents. Hein, on n'est pas l'hôpital, quoi. On est le lieu de vie du résident. Et ça nous importe beaucoup. Alors, justement, en parlant de vos résidents, est-ce que vous pourriez nous décrire le profil type, ou les profils plutôt, de vos résidents ? Alors, on va essayer de faire une double typologie. D'abord, pour ceux qui sont en résidence autonomie. Alors, résidence autonomie, ça veut dire des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont autonomes, mais qui sont plutôt dans des profils de personnes, je dirais, en isolement social. Alors, je précise, c'est une personne qui est soit veuf ou veuve, et puis qui a les enfants qui travaillent sur Bordeaux, Paris ou je ne sais où, et qui finalement se retrouvaient dans une grande maison de 150 mètres carrés où elle ne connaît plus aucun voisin, et elle a chuté une fois la nuit, et elle se dit tiens, je suis un petit peu en difficulté. Et du coup, cette personne-là va venir dans nos structures de résidence autonomie. Elle disposera d'un studio d'à peu près une trentaine de mètres carrés, avec kitchenette, salle de bain tout à fait équipée pour l'accessibilité, vous savez, douche à l'italienne, etc. Et elle bénéficiera de services attenants comme de la restauration à la demande, des petits déjeuners à la demande, des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt un public autonome,
mais qui était un peu isolé et qui a besoin du coup d'avoir une structure qui puisse l'accompagner au quotidien. Et après, on a la partie EHPAD. Donc là, dans la partie EHPAD, là, le profil, ce qu'il faut dire, ce que moi j'ai connu, ça fait quand même plus de quasiment 20 ans oui, que je suis dans le domaine des EHPAD, on a connu un changement du public qui arrive. Alors ce changement du public, il est dû à quoi? Il est dû, pour mon opinion, l'amélioration du maintien à domicile. C'est-à-dire que les progrès ont été tels sur le maintien à domicile que les gens ont pu rester plus longtemps chez eux. Et la conséquence de cette amélioration du maintien à domicile fait que les gens qui sont orientés vers l'EHPAD sont les plus dépendants. Sont ceux qui ne peuvent absolument plus être maintenus à domicile, soit qui n'ont plus les capacités physiques, soit que malheureusement au niveau intellectuel n'aient plus les capacités. Donc du coup, nous avons noté depuis ces dernières années un accroissement très important de la dépendance des résidents que l'on reçoit. Ce qui fait que cet accroissement n'a pas été accompagné des moyens nécessaires donnés par la société pour accompagner cette hausse de la dépendance de nos résidents. Et donc, ce qui fait que les profils des résidents qu'on reçoit de grande dépendance, c'est un accompagnement quotidien qui est très spécialisé et parfois compliqué, hein, puisqu'on peut bien imaginer quand on a un Alzheimer qui peut déambuler toute la journée ou avoir des troubles du comportement importants, c'est difficile, mais nous avons des équipes spécialement formées pour cela, on fait des formations régulièrement, mais c'est vrai que le profil que l'on reçoit, il a changé ces dernières années. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que l'amélioration souhaitable, évidemment, du maintien à domicile a pour corollaire un accroissement de la difficulté du profil et de la difficulté d'accompagnement de ces personnes-là. Et c'est pour ça que nous militons depuis de nombreuses années avec nos collègues pour accroissement des ratios d'encadrement dans nos établissements pour pouvoir accompagner le mieux possible ces résidents dans nos structures. Alors, justement, en parlant d'encadrement, parlons-en. Qu'est-ce que vous faites ou que faites-vous voilà, pour contribuer au bien-être, que ce soit physique ou psychologique de vos résidents, sachant voilà, que c'est un sujet très important aussi au sein des établissements? Alors, dans notre structure, au niveau de la DAPA, nous avons eu la chance d'être retenus sur on va dire une dotation qui s'appelle une dotation globale, dans laquelle on nous alloue des crédits pour avoir des kinés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Voilà, on a tout un tas d'effectifs que nous avons mis au sein de notre association et qui permettent d'accompagner nos résidents. Ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de faire ce qu'on appelle des PAP, c'est des projets d'accompagnement personnalisés pour chaque résident. Alors, évidemment, ça demande un travail de bonne connaissance du résident, de bien connaître son parcours de vie, de bien connaître ses souhaits, ses désirs, quand il peut les exprimer, parce que malheureusement parfois quelqu'un avec une certaine pathologie a des difficultés. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une demande qui vient du résident ou alors c'est vous de manière proactive ou de manière analytique voilà, qui mettez en place un accompagnement personnalisé en fonction du profil? Alors ça fait partie des bonnes pratiques qui sont recommandées. Alors on essaye dans la mesure du possible d'associer le résident quand il le peut, d'y associer éventuellement la famille pour connaître, tiens, il aime telle chose, telle autre. Et après, par rapport à ce PAP, on essaye de faire en sorte d'y donner suite et d'essayer de faire cet accompagnement le plus proche de ses souhaits. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la difficulté majeure que l'on rencontre dans notre secteur, c'est la difficulté des effectifs qui nous sont alloués par rapport à la pénibilité finalement du travail pour les salariés et de l'accroissement des dépendances dont je parlais tout à l'heure. Donc la difficulté que l'on a aujourd'hui liée entre la pénibilité et les salaires qui sont donnés, même s'ils ont été revalorisés ces derniers temps, fait qu'il y a un problème d'attractivité des métiers
et nous met en difficulté de manière globale. Mais c'est tout le secteur, hein. Ce n'est pas uniquement la DAPA, hein. Je parle pour tous les collègues à la fois du département et même nationalement. On a un défi énorme à relever, mais je pense que ce défi, on ne pourra le relever qu'à partir du moment où la représentation nationale mettra en place une loi grand âge qui mettra tout sur la table, qui mettra l'organisation qu'il faut mettre en place avec les financements adéquats pour nous accompagner. Vous n'êtes pas le seul pour avoir rencontré de nombreuses personnes, de nombreux professionnels ou experts du domaine, on va dire, du secteur, à relever l'importance et la responsabilité aussi des structures, on va dire, publiques ou étatiques même, par rapport à cette problématique, hein. Et du coup, si on revient un peu aux résidents, vous parliez justement tout à l'heure de la diversité des profils des résidents, de leur vécu, de leurs expériences, de leur état d'être finalement. En quoi l'accompagnement psychologique ou émotionnel justement de vos résidents est important justement au sein de vos établissements? Oui, c'est un accompagnement qui est très important. Alors on a des psychologues qui font un travail de fourmi, je dirais, pour à la fois discuter, dialoguer avec le résident et dialoguer avec les familles, hein, pour tenter d'essayer de dénouer certains fils et faciliter, on va dire, l'accompagnement pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que on aimerait pouvoir encore disposer encore de plus de moyens là-dessus, parce qu'on le fait, mais je dirais qu'on est perfectible de manière générale dans notre société là-dessus, quoi. On fait, on va dire, on fait de manière pas embryonnaire, parce qu'on le fait, mais ça pourrait être largement amélioré, là aussi, avec une question de plus de moyens, plus d'équipes pour accompagner ces personnes-là. Et d'ailleurs, que ce soit en établissement, en EHPAD, ou même en résidence senior, ou même en maintien, vous parliez du maintien à domicile, même à domicile, justement l'accompagnement psychologique et émotionnel est essentiel pour le bien vivre et justement pour le bien vieillir. On est d'accord? Tout à fait. Et justement, alors vous parliez des familles. Quelle relation avez-vous avec les familles? C'est-à-dire à partir du moment où ils viennent vous voir avec leurs parents ou leurs grands-parents, et tout au long finalement de l'accompagnement en établissement, quel est votre lien avec eux? Alors, nous, c'est essentiel d'établir des relations de confiance avec la famille. C'est très important parce que, d'une part, la famille parfois a un sentiment de culpabilité du fait de devoir orienter son parent vers nos structures, ce qui est normal. Elles se disent, tiens, je ne peux plus l'accompagner, la laisser au domicile, je la mets en EHPAD, et donc il y a un sentiment de culpabilité là-dessus. Il y a d'autre part, parfois apparaît à ce moment-là, malheureusement, je ne sais pas comment l'exprimer exactement, mais entre gens dans la même famille, des désaccords sur cet accompagnement-là. Une partie de la famille pensant oui, il faut qu'il aille en EHPAD, l'autre partie n'étant pas d'accord, donc ça crée des tensions intrafamiliales et qui au final rejaillissent un peu aussi sur notre accompagnement, et on a besoin absolument qu'il y ait une certaine sérénité de la famille par rapport à cet accompagnement. Donc on travaille aussi, vous voyez, avec l'acceptation quelque part de cet accompagnement, et vraiment on essaie de travailler main dans la main, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça se passe bien et qu'on soit transparent et qu'on fasse le meilleur accompagnement possible avec la personne. Sachant que la volonté de la personne concernée est essentielle et tout primordiale. Tout à fait, tout à fait. Et alors justement, en parlant que ça soit la situation des aidants, qui n'est pas facile aussi, les aidants familiaux par exemple, en termes de charge émotionnelle justement, c'est pas tout le temps facile non plus d'aider son parent 24 heures sur 24 à domicile, on va dire jusqu'au bout. Quels sont les enjeux qui se présentent à vous, les enjeux actuels ou futurs justement des établissements, des EHPAD notamment?
Alors, moi, sur la question des aidants, on a déjà une structure qui vise à essayer de faire un petit peu un relais par rapport à ces aidants. C'est un accueil de jour autonome que l'on a, Alzheimer. Parce que ce qu'on avait noté, c'est que lorsque dans un couple, l'un des deux est atteint de la maladie et que son conjoint l'accompagne, eh bien, de manière un peu contre-intuitive, c'est l'aidant qui est affecté presque physiquement plus vite que la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc on a mis en place un accueil de jour qui, pour faire schématiquement expliquer, c'est une sorte de crèche halte garderie pour Alzheimer, avec un accompagnement qui se fait de 9h30 du matin jusqu'à 17h, 17h30, et qui permet à l'aidant justement de vaquer à d'autres occupations, de pouvoir prendre un peu de temps ou pour soi, ou pour des démarches administratives, ou faire les courses, ou voilà. Et donc ça, c'est une façon qu'on a trouvé d'aider et qui marche très bien, hein, qui a un bon succès sur Anglette. On a l'accueil de jour autonome d'Anglette qui réalise de très bons taux d'occupation et d'accompagnement, puisqu'on a à peu près 80-90 personnes qui le fréquentent régulièrement. Okay. Et ça marche vraiment très bien. Très bien, merci beaucoup. Et dernière question, alors récemment, il a été question du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur les maisons de retraite qui a fait beaucoup de bruit durant plusieurs mois. Alors voilà, qu'en pensez-vous d'abord et que pourriez-vous dire justement à une famille en passe de vous confier leur aîné à l'ADAPA par exemple? Alors j'ai lu le livre. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est encore de l'EHPAD bashing, puisque vous savez que c'est la grande mode, c'est d'essayer toujours de présenter de manière négative ce qui se passe dans les EHPAD et non pas de présenter aucune initiative positive. Voilà. Je me suis quand même... je me suis dit, tiens, je vais quand même le lire. Donc je l'ai lu et je dois dire que c'est une enquête journalistique très bien faite. Donc l'enquête journalistique est très bien faite et elle démonte point par point les agissements d'une multinationale qui maximise ses profits au détriment complet de ses résidents. Donc c'est quelque chose que, pour ma part, localement sur le Pays Basque, je ne connais pas, je n'ai jamais vu de choses comme ça. C'est quelque chose qui est porté à un paroxysme incroyable, c'est assez comment dire, j'allais employer un mot assourdissant. Ah ouais, il y a un truc assez incroyable. Mais bon, localement ici, on a principalement des EHPAD associatifs. Donc associatif, ça veut dire on n'a pas d'actionnaire, hein, zéro, donc charge égale produit, hein, ce que payent les gens égale ce qu'ils payent. Voilà, c'est charge égale produit, donc on n'a pas d'actionnaire. Après, c'est du public. Et les quelques privés qu'il y a localement, très généralement, c'est des petits groupes. Hein. Et moi, je dirais qu'à 99% localement, il n'y a pas ce type de choses, quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas. Les gens font généralement bien leur travail. Et puis après, ce qui est un peu problématique avec ce type de livre, et en tout cas l'écho médiatique qui en est fait, c'est que les gens ont un peu tendance à essentialiser les choses. Donc ça veut dire EHPAD, là c'est un grand groupe qui dysfonctionne, mais c'est donc tous les EHPAD qui dysfonctionnent, alors que non. Et puis c'est pas non plus tous les privés commerciaux qui fonctionnent comme ça. Il y a des privés commerciaux qui fonctionnent tout à fait de manière honnête et qui font bien leur travail par rapport à ce qui est payé. Et pareil, il y a du public et de l'associatif qui fonctionnent très bien et qui font très bien leur travail, mais il y en a qui dysfonctionnent aussi. Donc vous voyez, c'est toujours... il faut essayer de faire la part des choses dans tout ça. Et la chose que je trouve un peu triste, c'est que finalement, comme vous savez, on est dans la période où... il faut que tout soit simplifié au maximum, tout est ou blanc ou noir. Hein. Comme ils disent les jeunes, je like ou je nique. Hein, donc c'est voilà. Et en fait, tout est plus nuancé que ça, hein, finalement. Et enfin, ce que je pourrais dire à une famille pour confier leurs aînés, leur dire que nous, on est une association qui a été créée en 1979 et dont l'objet principal est d'accompagner les personnes âgées dans leur perte d'autonomie, qu'on n'a pas d'actionnaire, que nous, tout l'argent qui nous est confié, on l'utilise au centime près pour l'accompagnement de nos résidents. Et j'imagine aussi le mieux, c'est peut-être de venir vous voir, de venir sur place,
de visiter peut-être les infrastructures, de parler alors à vous ou certainement à vos équipes, à votre direction justement, voilà, pour en tout cas clarifier certaines choses, pour aussi peut-être crever l'abcès de certains sujets ou vraiment balayer tous les sujets pour que les familles justement soient rassurées voilà, Ah, dans tout ce à fait. sens-là, hein, c'est ça, hein. Tout à fait, nous sommes tout à fait ouverts au dialogue et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent à venir nous rencontrer, à venir tout à fait visiter nos structures, voir comment nous travaillons. Nous sommes tout à fait tranquilles avec tout cela. Parfait. Merci Koldo en tout cas Merci à vous. de m'avoir accueilli et je vous dis à très bientôt et bonne écoute. Au revoir. Au revoir.